Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Rice School. La vidéo d'aujourd'hui, je vais la consacrer pour travailler avec vous quelques examens nationaux concernant l'unité de la consommation de la matière organique et flux de l'énergie. On commence avec l'examen national de l'année 2016, la session normale. Afin d'étudier l'effet du manque d'exercice sportif et du tabagisme sur les réactions responsables de la libération de l'énergie au niveau du muscle squelettique strié, on propose l'étude des données suivantes. Le manque d'exercice sportif chez l'homme augmente sa fatigabilité. Pour expliquer l'origine de cette fatigabilité, une comparaison de certaines caractéristiques des mitochondries a été effectuée chez deux personnes, l'une entraînée pour un exercice physique de puissance donnée et l'autre non entraînée. Le document 1 résume les résultats obtenus alors que le document 2 donne les résultats de la comparaison de la production d'acide lactique et la consommation du dioxygène chez ces deux personnes. Sur le document 1, nous avons le volume total des mitochondries par rapport au volume total de la cellule et l'activité enzymatique mitochondriale chez une personne entraînée et chez une personne non entraînée. Sur le document 2, nous avons la quantité d'acide lactique produite en millimoles et la consommation de dioxygène chez une personne entraînée et chez une personne non entraînée. On nous donne comme remarque que le phénomène de la fatigue musculaire est lié à la baisse des réserves d'ATP au niveau des fibres musculaires. Il faut toujours faire attention aux remarques qu'on vous donne dans l'énoncé des exercices parce que c'est là où vous trouvez la clé ou bien sur quoi vous allez vous baser dans votre réponse. La question est, en exploitant les données des documents 1 et 2, expliquez l'augmentation de la fatigabilité observée chez la personne non entraînée. Ici, si on fait une comparaison, chez une personne entraînée, le volume total des mitochondries est de 11% et l'activité enzymatique est importante. Pour la productivité de l'acide lactique, la personne entraînée produit à peu près 6 millimoles par litre et il consomme environ 5,5 litres par minute d'oxygène. Alors que la personne non entraînée, le volume total des mitochondries est de 5% et leur activité enzymatique est faible. Et pour la quantité d'acide lactique produite, elle est très importante, alors que la consommation de dioxygène est faible. Donc ici, en se basant sur ces valeurs, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que par rapport à une personne entraînée, la personne non entraînée a un volume total et une activité enzymatique faible et aussi elle produit beaucoup d'acide lactique. Donc pour cette personne, sûrement, elle utilise la fermentation pour produire son énergie. Et on sait très bien que la fermentation, elle produit une faible quantité d'ATP. Et en revenant à la remarque, on nous dit que la baisse des réserves d'ATP, c'est l'origine de la fatigabilité. Donc, on commence par comparer les données de la personne non entraînée avec la personne entraînée, puis on explique en se basant sur ces données. Donc, on va répondre ainsi. Chez l'individu non entraîné, on remarque une diminution du volume global des mitochondries, une réduction de l'activité enzymatique mitochondriale, une augmentation de la quantité de l'acide lactique produit et une baisse de la consommation d'oxygène. Toujours, vous pouvez répondre par des tirets en utilisant des phrases simples. Vous n'êtes pas toujours obligé d'écrire un paragraphe. Mais si vous arrivez à rédiger un paragraphe, ce serait mieux. Donc, l'individu non entraîné utilise principalement la voie anaérobique comme source de renouvellement de l'ATP.
Donc, elle produit une faible quantité d'ATP, ce qui augmente la fatigabilité. Donc, ici, si vous remarquez bien, ce qu'on a utilisé en répondant, c'est uniquement ce qu'on a sur les documents. Les comparaisons à partir des documents et aussi on s'est basé sur la remarque qu'on nous a donnée pour faire la conclusion ou bien pour expliquer plutôt. Pour mettre en évidence l'effet du tabagisme sur l'effort musculaire, un groupe d'élèves fumeurs a été soumis à un test de l'endurance. Ce test consiste à courir avec une vitesse qui croît progressivement de 1 km/h, toutes les 2 minutes jusqu'à la fatigue totale. Ceci permet de déterminer la vitesse maximale aérobie, VMA, exprimant le volume maximal de dioxygène consommé par l'individu testé. Le document 3 représente les résultats en unités arbitraires obtenus chez ce groupe d'élèves comparé à un groupe témoin composé d'élèves non-fumeurs. Ce qu'on nous demande, c'est de comparer l'endurance des élèves fumeurs et non-fumeurs en utilisant le document 3. Donc ici, on va marquer dans notre réponse la comparaison. Pour les non-fumeurs, on remarque que la VMA est à peu près 16 UA, alors que chez les fumeurs, elle est à peu près 14,5. Donc l'endurance des non-fumeurs est plus importante que l'endurance des élèves fumeurs. Ou bien, on peut utiliser est supérieure à et plus importante. Chez les élèves fumeurs, la VMA est à peu près 16 UA, alors qu'elle est de 14,5 UA chez les non-fumeurs. Donc l'endurance des élèves non-fumeurs est plus importante que celle des élèves fumeurs. La fumée de la cigarette contient le monoxyde de carbone, CO, qui se fixe sur le même site de fixation du dioxygène au niveau de l'hémoglobine. Le document 4 présente les résultats de mesure de la quantité du monoxyde de carbone transporté dans le sang et la quantité de dioxygène fixée sur l'hémoglobine chez des fumeurs et des élèves non-fumeurs. Le document 5 montre le site de fixation du monoxyde de carbone au niveau de la chaîne respiratoire. On nous donne ainsi comme remarque que l'hémoglobine est une protéine qui se trouve dans les globules rouges. Cette protéine joue un rôle important dans le transport des dioxygènes vers les cellules. Aussi, c'est l'hémoglobine qui donne la forme arrondie aux globules rouges. Sur le document 3, la quantité de dioxygène et de monoxyde de carbone dans le sang des fumeurs et des non-fumeurs, et la chaîne respiratoire sur le document 5. La question est, à l'aide des documents 4 et 5, expliquez comment agit le monoxyde de carbone sur le fonctionnement de la chaîne respiratoire et sur les réactions de libération d'énergie au niveau des mitochondries chez les élèves fumeurs. À partir du document 4, on peut faire une comparaison entre la quantité de dioxygène et la quantité de monoxyde de carbone chez les non-fumeurs et chez les fumeurs. Ici, concernant la quantité d'oxygène dans l'hémoglobine, elle est de 1,328 chez les non-fumeurs et elle est de 1,210 chez les fumeurs. Pour le monoxyde de carbone, chez les non-fumeurs, elle est de 0,280 et chez les fumeurs, elle est de 2,200. Donc, la quantité d'oxygène est plus importante chez les fumeurs et elle est moins importante chez les fumeurs. Et pour la quantité de monoxyde de carbone, elle est très importante chez les fumeurs. Sur le document 5, on nous montre l'emplacement de fixation de CO. Et on voit très bien qu'il se fixe sur le complexe T6 de la chaîne respiratoire et ainsi il bloque le transfert d'électrons vers le récepteur final qui est l'oxygène.
Donc, dans notre réponse, on fait d'abord la comparaison. Donc, comparé aux élèves non-fumeurs, on observe chez les élèves fumeurs une diminution du volume de dioxygène fixé sur l'hémoglobine et une augmentation du volume du monoxyde de carbone transporté par le sang. Ça, c'est la comparaison. Pour expliquer les résultats, lorsque CO se fixe sur le complexe T6, il arrête le transfert d'électrons à travers les complexes de la chaîne respiratoire. Les protons H+ ne quittent pas la matrice et en absence du gradient des ions H+, la production d'ATP par les sphères pédonculées s'arrête aussi. Les fumeurs se plaignent souvent de crampes musculaires. Pour expliquer l'origine de ces crampes, on a mesuré chez des élèves fumeurs et d'autres non-fumeurs la concentration sanguine de l'acide lactique et du pH sanguin au niveau du sang veineux partant du muscle avant et après un exercice physique. Les résultats de ces mesures sont présentés dans le document 6, qui est sous forme de tableau. Quatrièmement, en exploitant le document 6 et en vous basant sur vos réponses précédentes, expliquez la faible endurance et les crampes musculaires fréquentes chez les élèves fumeurs. Toujours lorsqu'on veut dire d'exploiter les résultats ou bien en vous basant sur les résultats, c'est-à-dire que votre réponse doit forcément contenir une partie où vous commentez les résultats des documents qu'on vous donne. Ici, on nous demande d'exploiter le document 6, c'est-à-dire qu'il faut faire une comparaison entre les résultats des élèves fumeurs et des non-fumeurs. Vous avez la concentration de l'acide lactique au niveau du sang veineux. Avant l'effort musculaire, elle est de 50 mg par litre. Après l'effort musculaire, chez les non-fumeurs, elle est de 150 mg par litre. Et chez les fumeurs, elle est de 500 mg par litre. C'est-à-dire que la quantité de l'acide lactique est plus importante dans le sang des élèves fumeurs. Pour le pH du sang veineux, elle est généralement de 7,4 avant l'effort musculaire. Et après l'effort musculaire, on remarque une légère diminution chez les non-fumeurs et la diminution est plus grande chez les fumeurs. Cette baisse de pH elle est due à la production de l'acide lactique, évidemment. Donc, pour expliquer les résultats, on a la baisse du pH, on a dit qu'elle est due à la production de l'acide lactique. Et dans la réponse précédente, on avait dit que l'acide lactique est produit suite à un manque d'ATP parce que CO contenu dans les cigarettes. Non, je reviens. Dans la réponse précédente, on avait dit que le CO, le monoxyde de carbone contenu dans les cigarettes, il bloque le transfert des électrons. Et en bloquant le transfert des électrons au niveau de la chaîne respiratoire, il bloque la production d'ATP par voie respiratoire. Donc, pour les non-fumeurs, ils utilisent principalement la fermentation lactique pour produire de l'énergie. Et c'est pourquoi la quantité d'acide lactique qui est produite elle est trop importante, ce qui provoque une baisse de pH. Et on sait très bien que pour les enzymes, ce sont des protéines, et les protéines ne fonctionnent pas en un pH qui est acide. Cette baisse de pH bloque les enzymes métaboliques, ce qui provoque des crampes musculaires. Et l'utilisation de la voie de fermentation lactique produit une faible quantité d'ATP et donc provoque une grande fatigabilité chez les élèves fumeurs. Donc, chez les fumeurs, la quantité de CO dans le muscle est importante. CO se fixe sur le complexe T6 et bloque la chaîne respiratoire, ce qui provoque une diminution de la synthèse de l'ATP par voie aérobie. Pour assurer les besoins énergétiques,
Le muscle utilise donc la fermentation lactique. La concentration du lactate augmente, le pH diminue et par conséquent, l'activité enzymatique du métabolisme énergétique devient faible, induisant une faible production d'ATP, ce qui aboutit à la fatigue et des crampes musculaires. Vous voyez ici que j'ai mis des expressions en couleurs différentes. Ce sont des expressions que vous pouvez toujours utiliser dans vos réponses pour simplifier la tâche pour vous en exprimant vos idées. Je passe à l'examen de la session du rattrapage de la même année 2016. Pour déterminer la relation entre les réactions qui aboutissent à la consommation du dioxygène et à la production de l'ATP au niveau de la mitochondrie, on propose les données expérimentales suivantes. Dans la première expérience, après l'isolement des mitochondries de cellules vivantes, on les place dans un milieu convenable riche en dioxygène. Puis, on suit l'évolution de la concentration du dioxygène consommé et l'ATP produit dans ce milieu. Le document 1 montre les conditions expérimentales et les résultats obtenus. Sur le graphe, on a l'évolution de la concentration d'oxygène et de l'ATP en fonction du temps. Ce qu'on nous demande, c'est de décrire les données du document 1 d'abord, puis déduire la relation entre la consommation du dioxygène et la production d'ATP au niveau de la mitochondrie. Donc, on a 3 temps ici à spécifier. Le temps T1, on a injecté le glucose. Au temps T2, on a injecté uniquement le pyruvate. Et au temps T3, on a injecté le pyruvate et l'ADP plus PI. Lorsqu'on injecte le glucose, on remarque que les concentrations sont constantes, elles n'ont pas changé. La concentration d'oxygène est restée constante à une valeur maximale et celle d'ATP à une valeur minimale. Au temps T2, on injecte l'acide pyruvique seul. Et en injectant l'acide pyruvique, on remarque qu'il y a une très légère diminution du taux d'oxygène qu'on peut généralement négliger. Au temps T3, on a injecté l'acide pyruvique, l'ADP et PI. Et ici, on remarque très bien qu'on a une diminution remarquable de la concentration d'oxygène et une augmentation de la concentration d'ATP. Donc ici, il y a une relation entre l'évolution de la concentration d'ATP et celle de l'oxygène. Donc, il est nécessaire d'avoir l'oxygène pour produire l'ATP au niveau de la mitochondrie. Lorsqu'on a injecté le glucose, on constate une stabilité de la concentration d'O2 et celle de l'ATP. Après l'addition du pyruvate, on constate une légère diminution de la concentration d'oxygène et une légère augmentation de la concentration de l'ATP. Après l'injection du pyruvate et d'ADP plus PI, on observe une diminution progressive de la concentration d'oxygène et une augmentation progressive de la concentration de l'ATP. Donc, vous voyez très bien ici que lorsqu'on utilise des tirets, les phrases deviennent simples et on arrive à s'exprimer d'une façon qui est vraiment facile. Donc, la consommation d'oxygène est nécessaire à la production de l'ATP au niveau de la mitochondrie. C'est ça que vous devez écrire dans votre réponse. Pas à la lettre, mais vous devez garder l'idée générale et écrire avec votre propre style. La deuxième expérience. Après l'élimination des membranes externes de mitochondries isolées de cellules vivantes, on les place dans une solution dépourvue du dioxygène et enrichie de donneurs d'électrons NADH+. On suit la variation de la concentration des protons H+, avant et après l'addition du dioxygène O2. Le document 2 donne les conditions et les résultats de cette expérience. Sur la figure A, on a le protocole expérimental.
Et sur le graphe, on a l'évolution de la concentration de protons H+, en fonction du temps. En se basant sur les données du document 2 et sur vos connaissances, décrivez l'évolution de la concentration des ions H+, observée au niveau de la figure B du document 2, puis expliquez la variation de la concentration des ions H+, enregistrée directement après l'addition du dioxygène. Donc ici, dans notre réponse, on va d'abord décrire l'évolution de la concentration des ions H+, mais aussi on doit utiliser nos connaissances pour expliquer ces différentes variations de concentration. Sur le graphe, on voit qu'avant l'addition de l'oxygène, la concentration de H+ est nulle. Parce que ici, dans le milieu expérimental, il y a uniquement les mitochondries et NADH+, et il n'y a aucun autre composé avec qui il peut réagir. Au moment où on ajoute l'oxygène dans le milieu, on remarque une augmentation très rapide de la concentration des protons H+. On sait que l'oxygène est le récepteur final des électrons. Et pour NADH2, c'est le donneur d'électrons. Donc, en absence du récepteur d'électrons, NADH2, il ne donnera pas ces électrons. Mais une fois on ajoute l'oxygène reçoit immédiatement les électrons de NADH2 et lorsque NADH2 libère ces électrons, il libère aussi les protons H+. Ces protons H+ libérés, ils traversent la membrane interne de la mitochondrie, ce qui provoque l'augmentation de la concentration de H+ dans le milieu expérimental. Après, on remarque qu'il y a une diminution graduelle de la concentration des protons H+ dans le milieu. Pourquoi cette diminution? Parce qu'on a l'oxygène qui est réduit en O2- et ces ions O2- réagissent avec les protons H+ pour former les molécules de l'eau. C'est pourquoi la concentration de H+ diminue graduellement. Donc ici, avant l'injection d'O2, la concentration des protons H+ au milieu extérieur était nulle. Après l'injection de l'oxygène, on constate une augmentation rapide de la concentration des protons H+ jusqu'à atteindre une valeur de 44 10 à la puissance moins 9 mol par litre. Ensuite, on observe une diminution progressive de la concentration de H+ jusqu'à ce qu'elle devienne nulle. Pour expliquer les résultats, l'oxygène est le récepteur final des électrons lors de l'oxydation respiratoire. En sa présence, les électrons de NADH+ se déplacent à travers la chaîne respiratoire pour atteindre l'oxygène. Les donneurs d'électrons libèrent les protons H+, ces derniers sortent de la mitochondrie à travers la membrane interne des mitochondries. On trouve au niveau de la membrane interne de la mitochondrie plusieurs complexes transporteurs d'électrons, complexes 1, 2, 3, 4, Q et C. Le document 3 montre l'emplacement de ces complexes au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Dans la troisième expérience, elle est réalisée selon les étapes suivantes. D'abord, on isole les complexes protéiques 1, 3 et 4. Représenté sur le document 3, de la membrane interne de la mitochondrie. On intègre chaque complexe protéique isolé dans une vésicule fermée, semblable à la membrane interne de la mitochondrie, mais dépourvue de protéines. La figure du document 4 représente une vésicule obtenue après traitement. On met chaque vésicule traitée dans une solution riche en donneurs d'électrons propres au complexe protéique intégré dans la vésicule utilisée. La figure B du document 4 résume les résultats obtenus après l'addition d'accepteurs d'électrons propres à chaque complexe protéique intégré. Sur la figure A,
on a une vésicule dont la membrane phospholipidique ressemble à celle de la membrane interne de la mitochondrie. Et sur chaque vésicule, on insère un complexe transporteur d'électrons. Dans la solution 1, on a ajouté Dans la solution 1, on a mis des vésicules contenant le complexe 1. Dans la solution 2, des vésicules contenant le complexe 3. Et dans la solution 3, des vésicules contenant le complexe 4. En utilisant les données des documents 3 et 4, A. Décrivez les réactions qui ont eu lieu au niveau des solutions 1, 2 et 3. B. Déduisez le rôle des complexes protéiques 1, 3, 4 dans les réactions qui aboutissent à la consommation du dioxygène au niveau de la mitochondrie. Dans la solution 1, on a le donneur d'électrons et NADH+. L'accepteur d'électrons est Q. Et ici, on remarque qu'il y a une réduction du complexe Q. Si le complexe Q est réduit, c'est-à-dire que NADH+ est oxydé. Donc, les réactions qui se passent au niveau de la solution 1 sont des réactions d'oxydoréduction, oxydation de NADH2 et réduction du complexe Q. Dans la solution 2, au niveau du complexe 3, on a oxydation du complexe Q et réduction du complexe C. Dans la solution 3, on a oxydation du complexe C et réduction de l'oxygène en H2O. Donc, toutes les réactions qui se passent ici, ce sont des réactions d'oxydoréduction. Donc, c'est quoi le rôle des complexes 1, 3 et 4? En présence du complexe 1, les électrons passent de NADH2 vers le complexe Q. Au niveau du complexe 3, les électrons passent du complexe Q vers le complexe C. Et au niveau du complexe 4, les électrons passent du complexe C vers l'oxygène. Donc, ces trois complexes, leur rôle est de transférer les électrons du donneur d'électrons vers le récepteur d'électrons. Pour la description, au niveau de la solution 1, oxydation de NADH2 par le complexe 1 et réduction du complexe Q. Au niveau de la solution 2, oxydation du complexe Q par le complexe 3 et réduction du complexe C. Au niveau de la solution 3, oxydation du complexe C par le complexe 4 et réduction de l'oxygène en H2O. Donc, les complexes de la membrane interne de la mitochondrie transmettent les électrons du donneur NADH+ vers l'accepteur final H2O. Donc, les complexes de la membrane interne de la mitochondrie transmettent les électrons du donneur NADH+ vers l'accepteur final O2, ce qui déclenche une série de réactions d'oxydoréduction aboutissant à la réduction de l'oxygène en H2O. Dans la quatrième expérience, on soumet des mitochondries isolées à l'action des ultrasons pour fragmenter leur membrane interne et former des vésicules fermées portant des sphères pédonculées dirigées vers l'extérieur. On place ensuite ces vésicules dans des solutions contenant une quantité convenable d'ADP et de PI et qui diffèrent par leur pH. Le tableau de la figure B du document 5 résume les conditions expérimentales ainsi que les résultats obtenus. Sur la figure A, le protocole expérimental, et sur la figure B, les conditions expérimentales. Lorsque pHI, c'est-à-dire à l'intérieur de la vésicule, est inférieur à pHE, qui est le pH du milieu extérieur, on remarque qu'il y a une synthèse d'ATP. Lorsque pHI est supérieur à pHE, c'est-à-dire la concentration des protons H+ à l'intérieur de la vésicule est moins important que pH à l'extérieur de la vésicule,
on a absence de la synthèse d'ATP. Et lorsque pH à l'intérieur est égal à pH à l'extérieur de la vésicule, on a absence de la synthèse d'ATP. En exploitant le document 5, déterminez la condition principale nécessaire à la synthèse d'ATP au niveau de la mitochondrie. Justifiez votre réponse. En exploitant le document 5, c'est-à-dire qu'on va commencer d'abord par commenter les résultats qu'on a. À partir du tableau, on voit clairement que la synthèse d'ATP se fait uniquement lorsque pHi est inférieur à pHe, c'est-à-dire la concentration des protons H+, à l'intérieur de la vésicule est plus important que pH à l'extérieur de la vésicule. Ici, en se basant sur les sphères pédonculées, le milieu externe représente la matrice et le milieu interne représente l'espace intermembranaire. Et pour les deux autres cas, c'est-à-dire lorsque pHi est supérieur et égal à pH externe, il n'y a pas de synthèse d'ATP. Donc la condition principale nécessaire à la synthèse d'ATP au niveau de la mitochondrie est que la concentration des protons H+ au niveau de l'espace intermembranaire soit supérieure à la concentration d'H+ au niveau de la matrice. Donc ici, dans le cas où pHi est inférieur à pHe, on observe la production d'ATP. Lorsque pHi est supérieur ou égal à pHe, on observe que l'ATP n'est pas synthétisé. On déduit que la production d'ATP au niveau de la mitochondrie nécessite un gradient de concentration des protons H+ entre l'espace intermembranaire et la matrice. Dernière question. En se basant sur vos réponses précédentes, montrez la relation entre les réactions de consommation du dioxygène et la synthèse d'ATP au niveau de la mitochondrie. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo concernant la respiration cellulaire, la partie de l'oxydation respiratoire, je vous ai expliqué que la consommation de dioxygène est nécessaire pour l'oxydation des transporteurs NADH2 et FADH2, parce que c'est lui le récepteur final des électrons. En présence de dioxygène, les transporteurs NADH2 et FADH2 sont oxydés. Et lors du transfert des électrons à travers la chaîne respiratoire, on a des canaux voltage dépendants qui, une fois ils reçoivent les électrons des transporteurs, ils font sortir des protons H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire, ce qui augmente la concentration des protons H+. Et lorsque ces protons H+ reviennent vers la matrice à travers le canal de l'ATP synthétase, cette force protomotrice est utilisée pour la phosphorylation d'ADP et la production d'ATP. C'est ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative. Donc, l'O2 est le récepteur final des électrons, il faut le mentionner dans votre réponse. Il est réduit en H2O et induit l'oxydation du donneur d'électrons. Ce dernier libère les protons H+. Le transfert des électrons à travers les transporteurs de la chaîne respiratoire s'accompagne par la sortie des protons H+ vers l'espace intermembranaire, créant un gradient de concentration. Le retour des protons de l'espace intermembranaire vers la matrice à travers le canal de l'ATP synthétase engendre la phosphorylation d'ADP. Et qui dit phosphorylation d'ADP dit automatiquement production d'ATP. Merci bien d'avoir choisi Highschool pour réviser vos leçons. Si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas de les poser en commentaire et à très bientôt.